Bonjour, je vais vous parler d'architecture des arbres, en fait, on fait référence, quand on parle d'architecture de l'arbre, on fait référence à la disposition de chacune des parties de la plante. L'architecture de la plante est le reflet de son mode de développement. Et vous comprendrez qu'un arbre, comme ça, ici, on a un être adulte qui est le résultat de 250 à 300 ans de construction. Donc, il y a eu toute une histoire de son mode de développement là, qui a donné la forme actuelle. Et, bon, les arbres qui sont des plantes géantes, qui sont difficiles d'accès physiquement parce qu'ils sont très hauts, en fait, pour les études du développement des arbres, il y a tellement d'axes qui sont impliqués, des caractères qui vont changer le long de chacun de ces axes-là. Il a fallu qu'on développe une méthode d'approche qui permette là, vraiment d'aller étudier rapidement des centaines d'arbres, de la plantule à l'arbre sénescent, et par recoupement des observations, de déduire de la séquence de développement. Là, je vous montre l'arbre tel qu'on le voit dans un moment X et dont le développement a été longtemps méconnu. C'est vraiment seulement dans les années 60-70 que des chercheurs originaux sont allés en forêt tropicale, là où il y a la plus grande diversité des arbres, des formes les plus simples aux plus complexes. Et donc, toujours la plante géante qui nous exprime en gros caractères, qui ont pu aller analyser les différents modes de construction de ces arbres-là. Et l'élément qu'il ne faut pas que j'oublie de vous dire, c'est que si on devait s'en tenir au mode actuel, prendre des mesures fines, faire des traitements numériques de données, on n'en viendrait pas à bout parce que pour un organisme de cette envergure-là, il y a tellement, c'est ça, d'individus à observer, il y a tellement d'axes à observer, de caractères selon les axes, et donc on ne s'en sortirait pas, puis de l'avis d'un chercheur, on n'en viendrait pas à bout. Et même si on allait prendre des mesures fines de tout ce qui est un arbre, on n'aurait même pas les algorithmes pour brasser toutes ces données-là. Donc, ça prenait une approche visuelle, une approche... Et là, je vous montre un arbre qu'on voit. C'est pour dire qu'en science, on va souvent dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. On est rendu à aller plus loin que le visuel, que ce qu'on voit à l'œil nu. On pense souvent qu'on a fini de voir ce qui est visible à l'œil nu, mais pour ce qui est des arbres, on n'avait pas fini de comprendre ce qui était visible à l'œil nu. Il fallait simplement une approche particulière. Donc, des chercheurs, Francis Allir, Olof Olderman, un botaniste français, un sylviculteur hollandais, sont allés en forêt tropicale et ont fait des observations et ont appuyé leurs études de dessin. C'est par le dessin qu'on peut intégrer très rapidement une multitude de renseignements. Et la grande découverte dans les années 60-70, c'était la vingtaine de modèles architecturaux. Donc, on se rendait compte dès lors que les arbres ne poussent pas n'importe comment. Il y a vraiment des règles de construction qui sont propres à chaque espèce d'arbre, mais toutes les plantes, là, on a vu ça chez les arbres, on s'est rendu compte que chez toutes les plantes, des herbes aux arbres, il y a toujours un nombre limité de modes de construction. Là, je vous montre une image de chacun des modèles architecturaux, mais en fait, c'est l'image finale. Le modèle architectural ou la séquence de développement, c'est vraiment une suite d'architectures qui vont être adoptées depuis la plantule jusqu'à l'arbre sénescent. Ici, les modèles architecturaux exprimait le mode de construction de la plante jusqu'à l'apparition de la floraison. Je suis allée en forêt tropicale, j'ai été formée à cette approche-là et je suis revenue au Canada en me disant, mais tiens, au Canada, pays de forêt, et on ne sait pas encore comment nos arbres se développent. En fait, on a été 5 à être formés dans cette discipline-là, mais là, j'ai été la seule à pouvoir continuer pendant 20 ans là, à faire des analyses architecturales. Et je tenais à travailler ici pour enfin mettre au jour les règles de développement de nos espèces. Et pour me rendre compte, la première espèce que j'ai analysée, qui était l'érable à sucre, que ce n'était pas qu'un modèle architectural qu'on retraçait. En fait,
les forestiers me disaient, c'est beau les modèles, mais je me promène en forêt, je les vois pas. Mais là, j'ai pu leur montrer pourquoi, effectivement, on les voyait pas, parce que c'est un modèle dans un autre. Il y a des architectures qui sont assez complexes. Donc, pendant les phases de développement du jeune arbre, au début, son développement répond aux règles d'un modèle. Et à un moment donné, il y a des unités qui se répètent, mais disposées selon les règles d'un autre modèle, et etc. Donc, on peut passer chez l'arbre à sucre à 3 modèles. Et là, ces découvertes-là ont appuyé une découverte sous-jacente qui existe plusieurs types de fourches. Donc, là, je vous présente celle-là, qui est la fourche récurrente, qui est venue comme changer beaucoup notre compréhension des arbres. C'est qu'un arbre, comme l'érable à sucre, qui est en phase de construction de son tronc, on se rend compte qu'il y a une fourche qui apparaît régulièrement. On l'appelle la fourche récurrente, mais c'est une fourche qui a un caractère transitoire. C'est dans ses gènes, c'est vraiment inscrit comme ça. L'arbre se développe à un certain temps, fourche. Un élément de fourche va se redresser pour continuer l'allongement du tronc. L'autre s'affaisse pour devenir une branche. On continue encore plus haut. On fourche encore. Donc, il y a comme un délai de différenciation entre les axes qui fait que cette espèce-là a une plasticité de sa forme. Ça l'aide dans son milieu naturel là, à s'ajuster aux conditions du milieu. Donc, on comprend finalement qu'il y a plusieurs types de fourches chez les arbres et selon les espèces, il va y avoir comme ça des fourches qui vont faire partie de leur mode de développement et chez d'autres, pas du tout. Et si je vais à la photo suivante, là, il y a des applications. Là, je vais très vite, c'est une histoire rapide, là. Mais tout de suite, j'ai pu offrir à Hydro-Québec, à la Ville de Montréal, tiens, je vais aller en forêt observer, déterminer la séquence de développement d'une espèce comme le frêne rouge ou l'érable argenté. Je vais revenir en ville pour faire l'interprétation de l'architecture des arbres le long des rues. Et là, on s'est rendu compte que sous les fils électriques, là où on taille abondamment les arbres, j'ai pu faire la démonstration que la façon de tailler empirait les choses. Finalement, par mes connaissances du mode de développement des arbres, on s'en est tenu à une gestion d'espace et à agrandir cet espace-là pour essayer de prévoir tous les possibles là, au niveau de la croissance des arbres. Et là, on se trouve à tailler l'arbre et provoquer une repousse là où on ne la veut pas. Et non seulement ça, mais à provoquer une repousse qui est récurrente. Donc, on se trouve à être obligé de retourner à tous les 3 à 5 ans, mais à cause d'une erreur d'intervention de départ. Donc, c'est une fois que l'erreur d'intervention a été non seulement mise au jour, mais expliquée, là, maintenant, on a la possibilité d'ajuster les interventions. Là, c'est ce qui reste à faire maintenant. Mais pour dire que, donc, un arbre qui est dans la phase de construction de son tronc, s'il est trop immature, on veut qu'il fourche, bien, lui, il va encore chercher à rétablir son tronc. En tout cas, il y a toute une dynamique comme ça qu'on peut comprendre maintenant. Donc, pour la gestion des arbres de rue, même s'il n'y a pas de fil, on a des interventions à faire pour la sécurité ou pour la visibilité. Et aussi en forêt, que ce soit pour des intérêts de gestion ou des intérêts de conservation, à l'instant où on veut obtenir quelque chose, une forme particulière ou un type de forêt particulier, ou simplement assurer la conservation, bien, on a tout intérêt à comprendre comment ça se développe un arbre, parce que ça va nous aider déjà à évaluer si je dois ou non intervenir. Ça nous invite un peu plus à faire confiance à ce que l'arbre est capable de faire de lui-même et découvrir ses potentiels. Et si je veux intervenir, bien, décider à quel moment je vais intervenir. Parce que par l'observation de l'architecture, j'ai visuellement l'arbre devant moi et connaissant son mode de développement, je peux évaluer de visu à quel stade de développement il est rendu au niveau de sa maturité. Je peux interpréter à ce moment-là quelle est sa réaction à l'environnement et quels sont ses potentiels de développement à venir. Donc, ça va devenir un outil très utile pour la gestion des arbres et des forêts. Merci.